Takuya est un gunner moche qui simule un mariage avec sa collègue Mossad pour éviter d'être envoyé dans un nouveau pays. Mais tout change quand il apprend à la connaître et réalise qu'elle est en fait une bombe. Alors il arrête de faire semblant et la drague pour qu'elle devienne sa femme. Tout commence un jour de travail normal où Takuya, qui travaille dans une agence de voyage, ressent soudainement une aura sombre et aperçoit sa collègue, Rika, le fixer depuis l'autre côté de la pièce, ce qui lui fait peur. Mais à son insu, elle regarde tout le monde de cette façon et ce n'est pas son intention de faire peur aux gens. Le lendemain, Asako convoque une réunion matinale et leur annonce une grande nouvelle. Leur agence de voyage ouvrira une nouvelle succursale en Alaska l'année prochaine. Elle ajoute que l'un d'eux pourrait être choisi pour la diriger, mais seulement s'il est célibataire, et leur donne un an pour se porter volontaire. De retour au travail, une collègue, Natsumi, plaisante en disant que la meilleure façon d'éviter d'être choisi est de se marier. Takuya entend cela et panique, réalisant qu'il n'a pas d'amis proches, encore moins quelqu'un à épouser. Pendant ce temps, Rika pense à l'Alaska et elle ne veut pas y aller. Quelques jours plus tard, Takuya et Kama rentrent de chez le vétérinaire quand, sur le chemin du retour, ils aperçoivent Rika. Il essaie d'agir naturellement, mais finit par avouer qu'il quitte l'agence de voyage à cause de la grande nouvelle. Il explique que son chat, Kama, est trop important pour qu'il le laisse derrière. Soudain, Rika le surprend avec une proposition audacieuse. Il devrait simuler un mariage pendant un an pour que ni l'un ni l'autre n'ait à quitter leur emploi. Elle a déjà élaboré le plan et est convaincue que personne n'examinera leur relation de trop près. Bien que Takuya la connaisse à peine, il accepte, stupéfait par le ton professionnel de la conversation. Le lendemain, Rika annonce leur mariage à Asako de manière décontractée, qui réagit avec joie et taquine Takuya pour avoir secrètement du charme au point de séduire une femme attirante. Elle dit qu'ils forment un beau couple lorsque Natsumi appelle Asako, laissant Takuya et Rika soulagés par la déclaration réussie. Plus tard, Asako leur assigne une tâche commune et une fois terminée, Takuya reçoit un appel pour amener Rika dans un restaurant pour rencontrer un client. Mais quand ils arrivent, ils découvrent que leurs collègues organisent une fête surprise pour célébrer leur mariage et ils réalisent que le plan a échoué. Rika murmure qu'ils doivent se concentrer et affronter la fête et pour se donner du courage, elle sort avec de l'alcool pour se saouler. Pendant qu'elle s'éclipse pour boire le vin, Takuya répond à d'innombrables questions sur leur relation. Asako remarque le timing suspect de leur mariage et le dit à Natsumi. Mais au lieu de soupçonner un faux mariage, elle croit que Takuya a claqué les joutes de Rika et qu'ils attendent un enfant. Juste à ce moment-là, Rika revient, rouge d'alcool et prête pour le chaos. Elle s'empare de la machine de karaoké et chante une chanson devant tout le monde. Sa voix est terrible, mais Takuya ne peut s'empêcher d'admirer son audace. Après la fête, ils rentrent ensemble. Rika, chancelante, tombe sur lui, ce qui le force à la rattraper. Elle rougit profondément et s'éloigne rapidement, se sentant embarrassée. Takuya hésite, voulant la raccompagner, mais le moment passe et il se sent coupable de ne pas l'avoir rejointe au karaoké. Quelques jours plus tard, Rika organise un rendez-vous imaginaire et s'entraîne avec un Takuya imaginaire pour pouvoir créer une histoire crédible de leur rencontre. Pendant le rendez-vous imaginaire, elle se sent coupable de ne pas pouvoir imaginer son visage dans ses rêveries, ce qui donne un Takuya sans visage. Elle est choquée d'apprendre qu'il a 2 ans de moins et réalise qu'elle ne sait presque rien de lui, malgré des années de travail ensemble. Mais cela lui fait prendre conscience du peu de personnes qu'elle a laissé entrer dans sa vie. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Takuya apparaît, proposant d'aider avec leur histoire d'amour. Ils montent ensemble dans une grande roue et Rika lui montre des alliances assorties pour rendre leur acte convaincant, ce qui le surprend et lui dit qu'il doit inventer une demande en mariage. Mais cela le choque car il n'en a jamais fait auparavant. Il se concentre et se convainc qu'il peut le faire, mais lorsqu'il est sur le point de proposer pour de vrai, les mots ne sortent pas et il réalise à quel point une demande en mariage peut être lourde et puissante. Au lieu de cela, il lui dit qu'il n'a rien préparé, craignant que cela ne rende les choses trop réelles entre eux. Mais alors que la grande roue atteint son sommet, Rika lui dit qu'elle attendra sa demande pour toujours, le faisant rougir, et elle admet qu'elle fait des choses qu'elle n'a jamais faites auparavant, car pour la première fois, c'est comme si elle vivait une vie ordinaire. Pendant ce temps, Rika est à la plage. Cela lui prend des heures pour y arriver, tout ça pour collecter des souvenirs pour leur faux mariage. Elle rit toute seule, emportée par le moment. Mais soudain, son téléphone vibre. Un message indique que l'expéditeur est à Tokyo et veut la rencontrer. Elle répond brusquement qu'elle n'est pas à Tokyo et lui dit de s'amuser, espérant qu'il la laissera tranquille, ce qui gâche son humeur. De retour à la maison, Kama n'arrête pas de griffer la chemise que Takuya portait la dernière fois qu'il a vu Rika. Takuya soupçonne que c'est à cause du parfum qu'elle portait et peut-être que cela explique pourquoi Kama agit si étrangement ces derniers temps. Alors qu'il regarde,
Takuya pense à quel point il s'est senti pathétique lorsqu'il a essayé de lui proposer, car quelque chose au fond de lui l'empêche de s'engager pleinement dans leur faux mariage. Il prend la bague que Rika a achetée pour lui et essaie de la glisser à son doigt. Au début, il n'arrive pas à le faire, mais quand il se souvient de leur moment ensemble sur la grande roue, l'hésitation disparaît et il glisse la bague. Pendant un bref instant, il se sent comme un adulte, comme quelqu'un qui pourrait être un mari convenable pour Rika, même si le mariage est faux. Son téléphone sonne et un numéro inconnu s'affiche à l'écran. Lorsqu'il répond, une voix menace de révéler son faux mariage avec Rika, affirmant avoir des preuves et promettant de l'envoyer en Alaska. De retour au travail, Takuya raconte à Rika l'appel menaçant et explique que l'appelant connaît l'Alaska, ce qui signifie que la personne doit travailler avec eux. Juste à ce moment-là, Hiromi s'approche et demande s'il peut aller chez Takuya pour parler après le travail. Il trouve cela suspect car Hiromi n'a jamais fait cela auparavant. Alors Takuya et Rika s'embrassent rapidement devant lui, disant qu'ils seraient heureux de l'accueillir chez Takuya. Tous deux soupçonnent Hiromi d'être l'appelant, alors ils conviennent de l'empêcher d'en apprendre trop. Après le travail, Takuya supplie Kama de bien se comporter lorsque les invités arrivent, promettant 1 mois de nourriture pour chaque gastronomique en échange, et Kama accepte le marché. Lorsque Rika arrive, elle est surprise par la propreté de l'appartement de Takuya. Avant que Hiromi n'arrive, elle commence à décorer pour que cela ressemble à un foyer de couple, en mettant des brosses à dents assorties, des coussins assortis et des photos encadrées qu'ils ont prises ensemble. Une fois terminé, il se pose des questions sur des détails personnels pour pouvoir répondre à toute question de Hiromi. Takuya commente que cela ressemble à une répétition pour un événement scolaire et Rika admet qu'elle était toujours choisie pour jouer. Ensuite, la sonnette retentit et ils ouvrent la porte pour trouver non seulement Hiromi, mais aussi Itsuki et Natsumi. Pendant qu'ils boivent, Takuya demande à Hiromi de quoi il veut parler et il s'avère que Hiromi a besoin de conseils sur comment draguer une fille, pour qu'il puisse les impressionner, car il voit Takuya comme un séducteur avec un charme divin. Quand Rika se rend aux toilettes, Takuya se sent soudainement épuisé, submergé par leurs questions. Il dit aux autres que porter une bague ne change pas vraiment les choses et demande si le mariage est vraiment génial. Hiromi et les autres disent que oui, mais Takuya et Rika restent silencieux à cette affirmation. Après le départ d'Itsuki et Natsumi, Hiromi confie qu'il aime Natsumi et souhaite le soutien de Takuya. Après son départ, Takuya s'inquiète à nouveau de la personne qui l'a menacé, surtout que Hiromi semblait seulement chercher des conseils sur le mariage. Plus tard, alors que le couple range, Rika déclare qu'elle ne veut plus jamais recevoir, car c'est bien trop épuisant. Elle ne comprend pas pourquoi les gens s'enthousiasment autant pour le mariage de quelqu'un d'autre, et Takuya explique qu'être marié les fait briller devant eux, ce qui suscite leur intérêt, mais Rika pense qu'elle ne verra jamais ce genre de lumière. Takuya n'est pas d'accord et dit qu'il brille grâce à Kama, car leur temps ensemble le rend heureux. La lueur de chacun est différente, et Rika admet que sa lueur vient de la lecture de cartes après le travail. Elle s'approche pour partager davantage sur son passe-temps, et cette proximité soudaine les fait rougir tous les deux. Takuya lui dit que c'est sa propre lumière, et elle rougit encore plus. Une fois le nettoyage terminé, Rika s'excuse, et sur le chemin du retour, elle ressent une oppression dans la poitrine, car elle n'a jamais été aussi proche d'un homme auparavant. En même temps, Takuya s'allonge sur son lit, pensant à quel point elle est merveilleuse, mais ils se disent tous les deux de ne pas se faire de fausses idées l'un sur l'autre. Des semaines se sont écoulées depuis l'annonce de leur mariage, et l'agitation au bureau s'est enfin calmée. Juste à ce moment-là, un homme nommé Kuichi entre et s'assoit près de Rika, mais elle regrette d'être là car elle n'est pas habituée à traiter avec les clients. Mais elle voit que toutes les tables des clients sont pleines, le laissant assis seul, alors Rika s'approche de lui et lui propose son aide. Mais Kuichi explique qu'il n'est pas là pour acheter un billet, il cherche Takuya. Il révèle qu'il est le père de Takuya et qu'il a entendu parler du mariage. Il lui demande si elle sait quelque chose à ce sujet, mais choquée, Rika ment pour protéger Takuya. Kuichi lui laisse un cadeau de mariage à lui remettre, et au début, elle prévoit de le laisser sur le bureau de Takuya, mais elle se souvient ensuite de la longue distance parcourue par Kuichi pour voir son fils. Elle se dépêche de le rattraper et lui propose d'aller dans un café pour qu'il puisse rencontrer Takuya. Assis ensemble, Kuichi lui dit que Takuya est son fils aîné de la famille, et que dans leur tradition, un mariage signifie une grande fête avec des centaines d'invités, y compris des voisins et des collègues, et que si le mariage de Takuya n'est pas fait correctement, la famille perdra la face. De retour à l'agence de voyage, Takuya trouve le cadeau de mariage et un message de Rika. La panique s'installe quand il réalise qu'elle prend un café avec son père. Takuya se rend immédiatement au café où Rika et Kuichi discutent, et Rika insiste rapidement pour que Takuya parle avec elle en privé. Elle lui explique que le père ne sait pas qu'elle est sa femme,
mais il lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle et qu'il s'occupera du reste de leurs mensonges. Mais quand il revient à l'intérieur, il est surpris de trouver Rika toujours assise à côté de lui. Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer chez elle pour l'instant car elle doit tout lui expliquer directement. Koichi s'excuse auprès de Rika de l'avoir dérangée et d'avoir menti au sujet du mariage traditionnel, ce qui la surprend. Il explique que bien que la tradition ait existé autrefois, elle n'est plus vivante car beaucoup de gens d'Asso déménagent maintenant en ville au lieu de se marier et de fonder une famille là-bas. Il comprend comment Asso est considéré comme ennuyeux et monotone. Mais Rika exprime qu'elle trouve la campagne intéressante. Elle montre son atlas préféré et montre à Koichi comment elle comprend son amour pour la campagne. Koichi est surpris que Rika semble en savoir autant sur Asso. Rika répond qu'elle pense qu'Asso a de belles traditions et de beaux paysages. Koichi se remémore les moments passés à regarder les trains avec Takuya, les couchers de soleil sur les montagnes et les rizières où le jeune Takuya excellait secrètement à attraper des grenouilles. En écoutant Koichi, elle réfléchit que n'importe quel endroit peut commencer à se sentir comme chez soi si l'on y reste assez longtemps, et Koichi dit qu'il aime Asso et ne partira pas. Il sent que c'est son devoir de le protéger. Takuya comprend l'allusion derrière les mots de son père, ce qui le frustre puisque Koichi revient sans cesse sur le mariage et la ville. Ensuite, Koichi admet qu'il a entendu parler du supposé mariage de Takuya et Rika avant de quitter Asso, ce qui choque les deux, qui ne s'attendaient pas à ce que la rumeur se soit répandue si loin. Koichi essaie de se rappeler le nom de la fiancée de Takuya, mais Takuya l'interrompt rapidement. Takuya finit par dire qu'il reviendra à Asso pour discuter sérieusement du mariage, et Koichi quitte le café, satisfait. Ensuite, Takuya dit à Rika qu'il retournera à Asso pour révéler à sa famille que le mariage est faux, et Rika regrette d'avoir poussé le mensonge aussi loin, réalisant que cela se retourne contre elle et l'entraîne dans sa famille plus qu'elle ne l'avait prévu. De retour au travail, Asako appelle Takuya pour lui demander un service. Elle explique que la princesse Claudia veut passer sa dernière journée à Tokyo et a besoin d'un accompagnateur masculin. Asako avertit que Claudia est une traînée avec les hommes, même si elle est mariée, et insiste pour que Takuya prenne le poste parce que les autres hommes du bureau passeraient la journée à essayer de draguer et de flirter avec Claudia au lieu de la guider correctement. Et comme Takuya est fiancé, Asako pense qu'il est inoffensif. Après le travail, Takuya recherche les antécédents de Claudia, ressentant la pression de la responsabilité, surtout avec son voyage imminent à Asso. Rika remarque sa lutte et veut l'aider, mais elle s'arrête, réalisant qu'elle est sur le point de l'aider sans raison et que quelque chose en elle a changé depuis qu'elle l'a rencontré. Le lendemain, Takuya arrive au lieu de rendez-vous et voit des gardes du corps postés partout. Il s'attend à ce que Claudia émerge de la foule, mais elle le surprend en apparaissant déguisée en femme ordinaire. Elle essaie de parler japonais mais a du mal, alors Takuya l'informe qu'il parle anglais et elle soupire de soulagement. Avant de partir, il lui demande si elle ne va pas avec ses gens. Claudia explique qu'ils sont là pour la princesse Claudia, mais qu'aujourd'hui elle est juste Claudia, libre de s'amuser. Réalisant sa première erreur, Takuya passe rapidement en mode assistant complet. Claudia n'a pas de plan pour la journée, alors Takuya l'emmène au sanctuaire des chats, sachant qu'elle adore les chats. Asako appelle, inquiète que Claudia ait disparu, mais Takuya dit à Asako que Claudia est avec lui, et il s'en tient à son propre plan, qui inclut la pêche, manger et faire du bateau autour de Tokyo. Claudia s'émerveille que Tokyo ressemble à une immense boîte à bijoux et déclare qu'elle s'attend à quelque chose de plus grand ensuite. Après avoir bien réfléchi, Takuya l'emmène sur le toit d'une école, un endroit où peu de gens vont, où elle se rappelle de l'anime Sailor Witch. Il la surprend avec un uniforme scolaire japonais pour qu'elle puisse se déguiser en Sailor Moon à petit budget, et ils passent la soirée à profiter de la vue depuis le toit. Puis Claudia dit que son souhait est exaucé, mais elle a une dernière demande, visiter l'appartement de Takuya. De retour au travail, les collègues spéculent sur leur sortie. Itsuke plaisante en disant qu'ils ont dû être seuls dans une pièce parce que Claudia est connue pour aimer les hommes à ce point. Rika entend mais ne se sent pas concernée car Takuya n'est pas son véritable amant. Après le travail, elle se rend à son appartement pour lui donner quelque chose. Elle entend Claudia faire des bruits joyeux à l'intérieur et est confuse en la voyant en uniforme scolaire, pensant que Takuya a des goûts particuliers. Soudain, Claudia la voit mais Rika se cache. Et Takuya explique que des gens passent souvent parce que c'est un appartement partagé. Rika panique et s'en va, pensant que Takuya est probablement en train d'étendre les domaines crémeux de Claudia à ce stade. Pendant ce temps, Claudia tente d'entrer dans la chambre de Kama, seulement pour se faire griffer par le chat et tomber sur Takuya juste au moment où Rika entre. Rika devient jalouse et le gronde pour avoir risqué leur mariage en se frottant le ventre avec la princesse, mais Claudia la salue chaleureusement disant qu'elle voulait la rencontrer. Takuya révèle qu'il a essayé de lui envoyer un message et Rika s'excuse de ne pas l'avoir vu. Il explique ensuite que Claudia était là uniquement parce qu'il lui a dit que lui et Rika sont fiancés.
Claudia est impressionnée par sa loyauté et admet qu'elle envisage de quitter la famille royale après avoir vu leur relation. Elle révèle qu'elle a une amante secrète nommée Marie et que son mariage était purement pour son pays. Elle avoue qu'elle s'est longtemps interrogée sur le sens du mariage et dit que Takuya et Rika l'ont inspirée à épouser un jour son amour comme une personne ordinaire. Ensuite, avant de partir, Claudia les remercie de lui avoir offert le meilleur jour de sa vie. Après son départ, Rika s'excuse d'avoir interrompu. Elle explique qu'elle est venue uniquement pour donner à Takuya une pierre en forme de grenouille, car elle collectionne les pierres et son père avait mentionné son goût pour attraper des grenouilles. Gênée, elle se dépêche de rentrer chez elle, jurant de ne plus jamais faire quelque chose de semblable. Pendant ce temps, Takuya chérit le cadeau, touché par son geste, et se demande ce que cela aurait été s'il avait vraiment épousé Rika par amour. Quelques jours plus tard, Takuya reçoit un message de sa sœur qui lui demande sans cesse des détails sur son prétendu mariage avec Rika. Les questions incessantes le poussent à décider de se rendre à Asso le week-end pour enfin dire à sa famille que le mariage n'est qu'une invention. Pourtant, alors qu'il prend cette résolution, ses yeux tombent sur la petite pierre en forme de grenouille que Rika lui a achetée autrefois. Takuya se souvient du geste de Rika, de la façon dont elle la lui a donné si nonchalamment, et rougit soudain en se demandant s'il y avait une signification plus profonde derrière cela. Pourtant, une partie de lui soupçonne qu'elle voulait seulement lui rappeler de rester engagé dans leur plan, surtout qu'il ne l'a pas géré avec beaucoup de soin. Le lendemain, quand Takuya arrive au travail, il remarque une distance étrange de la part de Rika qui évite la conversation, gênée après leur dernière interaction dans son appartement. Elle n'a jamais été aussi proche de quelqu'un auparavant, surtout de quelqu'un comme Takuya, et elle regrette d'avoir dépassé les limites d'une manière qu'elle ne peut pas facilement expliquer. Soudain, Hiromi la met au pied du mur avec une question décontractée mais directe, lui demandant si elle prévoit d'accompagner Takuya à Asso pour une rencontre entre parents et futurs mariés. Rika est prise au dépourvu, se demandant comment Hiromi peut être au courant du voyage de Takuya chez lui. Coincée, elle a du mal à formuler une réponse, craignant que tout ce qu'elle dira n'aggrave la situation. Avant qu'elle ne puisse répondre, Takuya intervient et la sauve, expliquant à tout le monde que Rika ne viendra pas puisqu'il n'a que des affaires de famille ennuyeuses à régler. Il la rassure tranquillement par la suite, lui rappelant qu'il suit toujours leur plan et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Juste à ce moment-là, Rika reçoit un appel d'un numéro inconnu et l'appelant est la personne même qui a menacé Takuya, la pressant d'aller à Asso et avertissant qu'elle doit rencontrer sa famille pour prouver que leur mariage est réel. Après le travail, Takuya emmène Kama dans un hôtel pour animaux dirigé par Senmori. Elle remarque sa décision inhabituelle puisqu'il ne laisse presque jamais Kama là-bas et elle lui demande où il se rend. Takuya ne répond pas car son esprit est trop occupé par la stratégie qu'il doit exécuter avec Rika une fois à Asso. En payant la facture de Kama, Senmori voit la tension sur son visage et quand il admet qu'il a trop de choses en tête, elle plaisante à moitié en disant que bien qu'elle n'ait pas de médicaments pour les humains, elle peut quand même essayer de lui remonter le moral. Il quitte la clinique le cœur plus léger, se rappelant qu'il endure tout cela pour Kama. Pendant ce temps, dans son appartement, Rika se prépare pour le voyage. L'excitation se mêle à un sentiment persistant qu'elle doit des excuses à Takuya. Ne sachant pas quoi porter à Asso, elle se souvient du conseil de sa mère d'avoir confiance en elle-même, de faire confiance à son intelligence et à sa capacité à prendre des décisions. Le lendemain matin, Takuya attend déjà à l'aéroport quand Rika arrive. Sa tenue le surprend immédiatement, le prenant au dépourvu car elle ressemble à une jeune femme voulant impressionner ses futurs beaux-parents. Dans l'avion, cependant, Rika commence à douter de son choix, réalisant que ses vêtements pourraient rendre leur histoire inventée encore plus convaincante pour sa famille. Takuya essaie de détendre l'atmosphère en lui posant des questions sur sa famille. Elle hésite, mais admet ensuite qu'elle a déjà visité Uso avec eux. Cette brève mention fait réaliser à Takuya qu'elle n'aime pas le sujet, mais elle s'adoucit et explique quand même, car cela pourrait apparaître lors des conversations avec sa famille. Elle partage que son père était absent pendant son enfance, tandis que sa mère travaillait constamment, la laissant se débrouiller seule à la maison. Elle décrit son habitude de passer de longues heures seule, à jouer avec des cartes et à créer des poupées d'elle-même et de sa mère, pour imaginer voyager dans une ville où elles pourraient enfin être ensemble. Rika appelle cela une histoire ennuyeuse, mais pour Takuya c'est tout sauf ça. Quand l'avion atterrit à Uso, Rika lui souhaite bonne chance avant qu'il ne fasse face à sa famille. Juste à ce moment-là, la grand-mère de Takuya les surprend en apparaissant à l'aéroport. Il explique qu'elle est du côté de son père et ensemble, ils montent avec elle. Pendant le trajet, elle taquine Rika en disant qu'elle est mignonne, ajoutant qu'elle a entendu sans cesse Koichi parler de qui Takuya prévoit d'épouser. Forcée dans le rôle, Rika affirme qu'elle n'est pas la mariée et que tout est un mensonge, obligeant Takuya à admettre la vérité. La grand-mère ne réagit pas avec colère, mais avertit qu'ils ont beaucoup à expliquer au reste de la famille. Elle les emmène d'abord chez elle, montrant à Rika l'abondance de melons japonais qu'elle a l'intention de lui offrir.
Comme le grand-père de Takuya est malade, Takuya propose d'aider à les emballer. Ne voulant pas rester inactive, Rika demande aussi une tâche et la grand-mère lui demande de se changer et de l'aider à couper les melons des vignes. Alors que Rika apprend la bonne méthode, elle ne peut s'empêcher d'admirer la beauté des champs qui s'étendent autour d'elle. Puis elle goûte les melons et ils ont un goût exquis, la laissant véritablement émerveillée. La grand-mère explique fièrement qu'elle a planté de nombreux fruits, ce qui est une grande source de fierté pour Koichi. Puis, presque en passant, elle ajoute qu'elle sait déjà que Rika mentait plus tôt sur ce qu'ils ont dit et qu'elle va en fait se marier. Rika insiste sur le contraire, mais la grand-mère sourit seulement, disant que Rika est comme Takuya qui est attentionné. Et à cause de cela, elle lui permet de l'épouser tant que cela le rend heureux. Soudain, Rika s'effondre à cause d'un coup de chaleur. Alarmée, la grand-mère appelle Takuya qui se précipite et la prend immédiatement dans ses bras. Il est surpris par son poids, mais la porte dans la maison où ils sont accueillis par l'arrivée soudaine de Koichi. Koichi est stupéfait de découvrir que Takuya est chez sa grand-mère. Il se précipite pour aider Takuya à soulever Rika et à l'amener à l'intérieur. En la tenant, Takuya et Koichi commencent à se disputer lorsque Takuya lance à son père qu'il n'a pas l'intention de se marier et que Rika est la fille que Koichi a vue une fois à Tokyo. Essayant de se racheter, Takuya s'excuse pour l'histoire fausse, mais Koichi exige plus qu'un simple désolé car il a passé ses journées à courir dans Uso pour préparer le supposé mariage de Takuya. Koichi s'emporte, reprochant à Takuya de toujours prendre la vie trop lentement. Juste à ce moment-là, la grand-mère de Takuya dispose tranquillement un futon pour que Rika puisse se reposer. Des heures plus tard, le médecin arrive, examine Rika et les assure qu'elle ne souffre pas d'un coup de chaleur, seulement de fatigue, et qu'elle a simplement besoin de repos. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Une fois le médecin parti, Koichi dit à Takuya qu'il vit à moitié. Sortant de nulle part, leur grand-mère s'excuse d'avoir causé l'évanouissement de Rika, et tous deux lui pardonnent avant de se diriger vers la maison de Koichi. À la maison, Takuya avoue à sa famille qu'il a menti sur son mariage avec Rika. Ses sœurs et sa mère sont visiblement déçues, ayant acheté des cadeaux de mariage pour lui et préparé un repas somptueux en prévision. Sa mère, Ikuko, dit doucement à Takuya de se concentrer sur les soins à apporter à Rika et lui assure de ne pas s'inquiéter pour leur père, promettant qu'elle le calmera. Plus tard, Takuya retourne chez sa grand-mère pour vérifier Rika et trouve son futon placé à côté du sien. Gêné, il envisage de le déplacer, mais Rika se réveille soudainement, le surprenant. Il explique qu'elle s'est effondrée dans le jardin et qu'elle a dormi, et qu'il a déjà avoué la vérité à sa famille et s'est excusé. Déterminée à prendre ses responsabilités aussi, Rika déclare qu'elle s'excusera auprès de sa famille le lendemain. La pièce devient silencieuse, avec seulement le chœur des grenouilles remplissant l'air à l'extérieur. En entendant le son, Rika incite Takuya à sortir avec elle. Enchantée par la campagne, elle s'émerveille de sa beauté jusqu'à ce qu'une rainette saute sur son front, la faisant glisser sur une pierre. Takuya la rattrape juste à temps. Elle halète alors qu'il attrape habilement la grenouille dans sa main, et il lui rappelle que c'était Koichi et lui qui l'avait portée plus tôt. Reconnaissante, Rika s'excuse pour le dérangement et entre dans le jardin. Là, elle admet qu'être à la campagne avec lui est spécial, car cela ne ressemble à aucun de ses autres voyages. Soudain, Takuya révèle que la pierre en forme de grenouille qu'elle lui a donnée est toujours posée sur sa télévision, et chaque fois qu'il la voit, il se souvient d'elle. Alors que les étoiles percent le ciel, Rika commence à se demander si ce qu'elle partage avec Takuya ressemble à ce que l'on ressent dans un mariage. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais le coassement des grenouilles l'interrompt, gâchant leur moment. Le lendemain matin, Rika reste éveillée, incapable de dormir en repensant à ce que Takuya a failli dire. En bas, elle trouve sa grand-mère déjà en train de préparer le petit déjeuner. Après avoir mangé, elle va se rafraîchir et tombe sur Takuya, rougissant à la vue de ses cheveux coupés du matin. Ils partent, et sa grand-mère les envoie avec des melons comme souvenir pour Tokyo. En marchant vers la maison de sa famille, Rika remarque à nouveau à quel point ses cheveux ont l'air duveteux pour se rendre compte qu'elle fixe et devient rapidement gênée. À la maison, ses sœurs et sa mère l'accueillent chaleureusement. Rika s'excuse d'avoir causé des ennuis la veille, mais sa mère insiste que c'était la faute de Takuya. Alors que Rika est assise avec eux, Takuya se tient maladroitement dans le couloir, écoutant pendant que sa famille l'interroge. Sa sœur lui dit finalement d'emmener Rika faire un tour à Uso avant leur départ. Rika veut rester pour s'excuser auprès de Koichi, mais ils expliquent qu'il est déjà parti travailler par embarras. Lorsque la famille se demande à haute voix quels sites valent la peine d'être vus à Uso, Rika propose de visiter le musée du volcan et la pièce tombe silencieuse à sa suggestion. Takuya l'y emmène et en chemin, elle remarque à nouveau ses cheveux bouclés.
Rika a longtemps désiré voir le musée du volcan Aso, et le temps ensoleillé lui rappelle l'ancien spectacle Bachikomori que Takuya aimait autrefois. Pendant le trajet, elle rêve d'elle-même dans le spectacle. À leur arrivée, elle rayonne devant l'histoire et les artefacts du volcan avant que tous deux ne se dirigent vers une double montagne à proximité. Elle le guide le long des sentiers jusqu'à ce qu'un enfant la heurte soudainement, la faisant trébucher dans les bras de Takuya. Il la stabilise, puis gronde le petit idiot pour aider le guide touristique en difficulté avant de les féliciter lorsqu'ils obéissent. Rika regarde, impressionnée, et elle tente d'expliquer les montagnes aux enfants, mais ils ne comprennent pas ces mots. Takuya intervient avec une blague de papa, les faisant rire, et ensemble, lui et Rika les guident autour de la montagne. Les enfants et le guide partent joyeusement, en faisant signe de la main pour dire au revoir. Pendant le trajet de retour, Takuya demande à Rika si elle se sent fatiguée, mais elle est trop distraite par ses cheveux et par la proximité qu'ils ont développée pendant ce voyage. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Takuya prévoit d'appeler sa sœur pour un trajet jusqu'à l'aéroport, mais est surpris lorsque son amie d'enfance, Nao, apparaît soudainement. Sa famille l'accueille chaleureusement alors qu'elle montre les assiettes en verre qu'elle a fabriquées, surprenant Takuya avec la nouvelle qu'elle est devenue verrière. Rika sort de la voiture et Takuya la présente à Nao, expliquant qu'ils sont voisins depuis la naissance. Rika observe en silence alors que Nao ébouriffe les cheveux de Takuya avec désinvolture, ressentant une pointe de jalousie en réalisant ses sentiments grandissants pour lui. Puis, à sa surprise, Nao se tourne vers elle avec un sourire et demande si elles peuvent être amies, révélant qu'elle va bientôt déménager à Tokyo pour le travail. Quand Takuya et Rika reviennent d'assaut, Rika devient distante, ce qui inquiète Takuya, craignant d'avoir fait une erreur ou que sa famille ait dit quelque chose à son sujet. Il se sent reconnaissant de ne pas avoir terminé ce qu'il a failli dire à Rika dans le jardin, certain qu'elle le détesterait davantage malgré tout ce qu'ils partagent. Pendant ce temps, Rika regarde l'émission Bachikomoro, mais elle ne peut pas se concentrer car son esprit dérive vers Takuya. Elle se sent embarrassée en imaginant qu'il pourrait l'aimer en retour, et maintenant, elle pense à éteindre ses sentiments pour lui. Le lendemain, Asako avertit ses collègues à propos de la foire d'été, leur rappelant qu'ils doivent travailler 2 fois plus. Ensuite, Takuya salue Rika, mais elle répond froidement. Au déjeuner, tout le monde est impressionné par le bento d'un collègue, Shu. Shu explique que sa femme l'a préparé pour lui ce matin-là, et tout le monde le qualifie de chanceux d'avoir une femme attentionnée. Après le travail, Takuya boit avec Hiromi, qui se vante de vouloir une femme qui prépare le déjeuner tous les jours. Hiromi demande conseil à Takuya parce que Natsumi ne veut pas le regarder en face. Il insiste sur le fait que si une fille aime quelqu'un, elle regarde son visage, mais Natsumi ne le fait pas. Takuya, incapable de le conseiller, rentre chez lui parce que Kama lui manque. De retour chez lui, il dit à Kama que Rika ne regarde pas son visage, contrairement à Kama qui fixe toujours quand il veut quelque chose. Le lendemain, quand Takuya arrive au travail, tout le monde panique et on lui demande où se trouve Shu. Confus car Shu n'est jamais en retard, il se demande où il pourrait être et essaie de parler à Rika, mais elle évite son regard, lui rappelant les mots de Hiromi sur le fait de ne pas voir son visage. Il réalise que quelque chose a mal tourné parce qu'avant le voyage à Asso, sa relation avec elle était plus chaleureuse. Soudain, le fils de Shu, Hideo, entre et demande où est son père, ce qui leur fait réaliser que Shu a disparu. Tandis que Natsumi essaie de le réconforter, Hideo révèle que Shu a disparu depuis la nuit dernière après une dispute avec sa mère qui veut maintenant divorcer. Les collègues sont choqués d'apprendre le divorce de Shu, mais George, irrité, leur ordonne de retourner au travail pour que Hideo ne s'inquiète pas. Puis George surprend tout le monde en disant à Takuya d'accompagner Hideo pour chercher Shu, ce qui est inhabituel. Takuya et Hideo commencent à chercher, suivant les indices de Hideo sur l'endroit où Shu pourrait être, et Takuya apprend que Hideo est désespéré parce que sa mère s'est enfermée dans sa chambre. Après avoir visité plusieurs endroits sans succès, Hideo s'inquiète et dit qu'il ne peut pas trouver son père. Takuya l'emmène dans un café et lui achète un hamburger. En mangeant, Hideo éclate en sanglots, convaincu qu'il ne reverra jamais son papa, pensant qu'il est parti acheter du lait. Takuya se rapproche pour le réconforter, se rappelant de Koichi qui le blâme toujours. Pourtant, il se sent perdu, ne sachant pas quoi dire puisqu'il ne connaît rien au mariage ou au foyer brisé. Après le déjeuner, il appelle Asako pour lui dire que Shu est toujours porté disparu. George prend le téléphone d'Asako et dit à Takuya de se rendre dans un bar à Fukugawa appelé Deep Sea Bar, affirmant qu'il y a un feng shui pour les hommes déprimés là-bas. Takuya et Hideo vont au bar, bientôt rejoints par Itsuki, Natsumi et Hiromi. Takuya, Itsuki et Hiromi entrent, tandis que Natsumi reste avec Hideo pour qu'il ne voit pas son père déprimé. À l'intérieur, Shu est assis au comptoir, s'excusant d'être en retard parce qu'il avait des choses à faire. Il gratte les papiers de divorce comme un fou, puis casse sa gomme de colère, suppliant pour retrouver son ancienne vie parce que tout avait été parfait.
Soudain, Shu sort en trompe du bar et bien que Hideo le voit, Shu ne remarque pas son fils. Tout le bureau se joint à la recherche et il trouve Shu dans un parc, titubant comme un gorille ivre. Ils essaient de le poursuivre mais échouent. Pendant ce temps, Hideo cherche désespérément, suivi par Natsumi, jusqu'à ce que Rika l'arrête. Elle le réconforte doucement, se remémorant son propre enfance lorsque ses parents se disputaient. Ailleurs, Shu fonce sur George, mais George l'assomme d'un coup de poing. Shu refuse de rentrer chez lui, disant que la misère l'y attend. Shu explique que la veille, il a acheté un cadeau pour sa femme pour leur anniversaire de mariage, mais au lieu de lui donner des joues, elle a demandé le divorce et sa colère éclate parce qu'il croit qu'il formait le couple parfait. Finalement, Shu rentre chez lui, embrassé par Hideo alors qu'ils partent ensemble. Le lendemain, Asako annonce le concours Interagence. Elle veut qu'il gagne et parle avec enthousiasme, mais les autres manquent d'énergie, encore ébranlés par les problèmes de Shu. Ils s'inquiètent pour lui et son mariage. Soudain, George fait un discours sur le mariage et comment le bonheur n'est jamais garanti, stupéfiant tout le monde. Plus tard, quand Takuya va chercher une cassette, il réfléchit sur le fait que même quelqu'un d'aussi gentil et respectable que Shu peut avoir des difficultés avec le mariage. Il se demande ce qu'est une vie normale et le mariage, puis entre dans la salle de stockage où Rika lutte avec une grande boîte. Rougissant, il l'aide. Pourtant, elle reste distante, expliquant que la boîte contient un canoë qu'elle a fabriqué pour l'exposition. Elle se demande à voix haute si Shu va vraiment divorcer, se souvenant de l'air triste de Hideo. Mais Takuya reste silencieux, de peur de gâcher le moment. Après le travail, Rika rentre chez elle en pensant qu'elle ne peut plus parler à Takuya parce qu'elle ne sait pas quoi dire, encore traumatisée par le divorce de ses propres parents. En chemin, elle se sent tentée de le couper jusqu'à ce que Nao apparaisse soudainement et demande son aide. Nao dit qu'elle vient d'arriver à Tokyo et ne trouve pas l'adresse de son appartement. Nao donne l'adresse à Rika et toutes deux sont surprises de découvrir que Nao va vivre à côté de l'immeuble de Rika. En guise de gratitude, Nao donne à Rika l'adresse de son atelier au cas où Rika voudrait lui rendre visite. Le lendemain, Takuya dit à Rika qu'il travaillera en dehors du bureau. Takuya regarde Rika, mais elle évite de croiser son regard. Et bien que Rika veuille lui dire qu'elle a croisé Nao l'autre jour, elle change d'avis car elle pense que cela ne la concerne pas. Après le travail, Rika se demande quel genre de personne est Nao et décide d'aller à son atelier. Quand Rika arrive à l'atelier de verre de Nao, elle voit Nao essayer d'impressionner le maître verrier. Nao fabrique une pièce en verre pour le maître, mais celui-ci la trouve insuffisante. Rika, cependant, est impressionnée par le talent de Nao et décide de rentrer chez elle. Mais Nao la remarque. Nao la salue et admet qu'elle se sent anxieuse à propos de Tokyo et pour se détendre, elle veut organiser une soirée arrosée dans l'appartement de Rika plus tard. Rika essaie de refuser parce qu'elle n'a jamais laissé personne entrer dans son appartement, mais elle finit par décider de laisser Nao entrer. Dans l'appartement de Rika, Nao apporte des bières et de l'alcool fort. Elle dit à Rika que le verre qu'elle utilise est un qu'elle a fait elle-même infuser avec des pierres d'assaut. Nao se souvient que quand elle était petite, elle était intrépide et jouait dans les montagnes et les rivières près d'Asso parce que c'était le seul endroit où elle pouvait aller. Elle sentait que c'était sa cachette secrète de tout le monde jusqu'au jour où elle a découvert un trou d'eau près de la rivière. Rika remarque que Nao le décrit comme un endroit où Totoro apparaîtrait. Mais Nao dit que les cheveux gris, les courses apparaissent là à la place. Après avoir partagé son passé, Nao demande à Rika si quelque chose l'irrite et Rika répond que le coin de la carte de Nao plié l'énerve. Elle ouvre alors une canette de bière et Rika continue de se plaindre des choses qui l'irritent en ouvrant une autre canette après chaque chose irritante. Nao dit à Rika qu'elle est au courant du faux mariage de Rika et Takuya par sa famille, et elle demande si Rika a des sentiments pour lui. Rika admet qu'elle veut connaître la vérité sur les sentiments de Takuya, et elle n'imagine jamais qu'il pourrait être proche de quelqu'un d'aussi adorable que Nao. Rika a du mal à comprendre les émotions humaines parce qu'elle ne s'est jamais rapprochée de personne, et elle pense que s'il n'existe rien entre elle et Takuya, alors il devrait le lui dire directement. Elle est sur le point de demander à Nao si elle et Takuya sont vraiment des amis d'enfance, mais elle se retient, baissant la tête sur la table, car avec un mariage factice, elle n'a pas le droit d'être jalouse. À la place, elle demande à Nao si Takuya a toujours été vague depuis l'enfance. Nao répond qu'il ne l'a jamais été, sauf une fois quand il a découvert son endroit secret et qu'ils ont joué jusqu'à minuit. Nao a pleuré parce qu'ils se sont perdus, mais Takuya l'a réconforté et l'a ramené chez elle. Et bien que ses parents étaient en colère, Takuya l'a défendu. Après avoir entendu cela, Rika doute que Takuya ferait quelque chose comme ça à nouveau. Soudain, Nao décide de l'appeler parce que Rika veut qu'il soit clair avec elle. Nao appelle Takuya et dit qu'elle boit dans l'appartement de Rika, lui demandant de venir immédiatement. Rika ne l'arrête pas, mais Nao s'évanouit ivre. Sans autre choix, Rika attend l'arrivée de Takuya et boit avec lui quand il arrive.
Ensuite, Takuya arrive à l'appartement de Rika et est surpris de voir les deux femmes ivres. Il essaie de réveiller Nao, mais Rika lui dit avec colère de s'asseoir parce qu'elle a des questions à lui poser. Rika demande à Takuya ce qu'il voulait lui dire dans le jardin. Takuya répond qu'il disait simplement qu'il était reconnaissant de marcher avec elle la nuit, ce qui la déçoit car elle avait rêvé de quelque chose de plus. Il s'excuse si elle est en colère, admettant qu'il a l'habitude de prendre trop de temps avec les mots. Il explique que quand il était petit, il pensait qu'il excellerait dans tout, mais en grandissant, le monde a commencé à avoir moins de sens. Rika lui dit qu'elle a une expérience similaire depuis qu'elle a coupé les ponts avec ses parents quand elle était jeune. Et quand elle réconfortait Hideo, elle voulait qu'il ne suive pas son exemple. Elle croit que si elle éteint ses sentiments, elle ne sera pas blessée et pourtant elle ne peut pas le faire à cause de lui. Rika reproche à Takuya de dire des choses mignonnes qui la font reconsidérer l'idée de le couper. Et parce qu'ils sont collègues, elle veut qu'ils soient clairs l'un avec l'autre. Takuya s'arrête puis demande soudainement à Rika de sortir avec lui et d'être sa petite amie. La pièce tombe dans le silence alors que tous deux pensent à retirer leurs mots. Takuya imagine déjà les journées de travail gênantes à venir, assis en face d'une Rika en colère, tandis que Rika se demande si elle hallucine à cause de l'alcool, tentée de dire que c'est une blague, mais elle sait que ce serait irréaliste. Takuya se sent effrayé sous son regard, tandis que Rika se demande silencieusement pourquoi il lui demanderait de sortir avec lui. Avec sa faible expérience en amour et en rencontre, Rika se souvient que, enfant, chaque garçon qui essayait de se rapprocher d'elle finissait par se lasser. Elle s'y est habituée parce qu'elle n'est qu'humaine, mais elle craint que Takuya ne se lasse aussi de sortir avec elle. Le temps passe alors qu'ils attendent tous les deux que l'un d'eux parle, souhaitant que l'un d'eux libère un décibel. Mais après avoir attendu des heures, Takuya décide finalement de traîner Nao dehors et de la ramener chez elle. Rika s'évanouit après avoir trop réfléchi aux possibilités de sortir avec lui, tandis que Takuya emmène Nao, se sentant stressé d'avoir avoué ses sentiments à Rika. Le matin où Rika se réveille après sa soirée arrosée avec Nao, tout son corps est endolori et elle se sent malade, réalisant qu'elle est une perdante pathétique qui a des courbatures parce qu'on lui a demandé de sortir. Pendant le petit déjeuner, dans le bus et en marchant vers le travail, la douleur persiste. Lorsqu'elle s'assoit dans son bureau, elle se sent soulagée que Takuya ait un jour de congé, mais elle est toujours embarrassée par ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle ne supporte pas à quel point elle se laisse facilement déstabiliser, et envisage même de l'appeler. Pendant ce temps, dans son appartement, Takuya passe la journée au lit, trop embarrassé pour avouer ses sentiments à Rika. Il aimerait que la vie ait un bouton de redémarrage, comme dans les jeux vidéo, parce que ce qu'il a fait la nuit dernière lui semble stupide. Il remarque que Koma le regarde froidement pour avoir sauté le travail. Soudain, la sonnette retentit. Takuya pense que ça doit être Rika, prête à s'excuser, et enfin lui donner une réponse à sa question risquée. Mais quand il ouvre la porte, il est stupéfait de trouver Hiromi à la place. Hiromi s'excuse de déranger son jour de congé, car il est venu chercher des conseils auprès de lui, le maître de la drague. Takuya nie être un quelconque maître, insistant sur le fait que c'est lui qui a besoin de conseils en ce qui concerne Rika. Hiromi explique qu'il n'est pas là pour Narumi, mais qu'il est sur une application de rencontre, et veut que Takuya l'accompagne parce qu'il fait confiance à son jugement. Curieux, Takuya accepte. Hiromi lui montre la photo de profil qu'il utilise, et l'argent qu'il a dépensé, ce qui choque Takuya. Hiromi dit que l'application est à la mode, et plusieurs personnes au bureau se sont même mariées grâce à elle. Il ajoute qu'il est là pour protéger Takuya des femmes dangereuses, en ayant fréquenté quelques-unes lui-même. Aujourd'hui, cependant, il veut que Takuya l'accompagne. Hiromi enfile un manteau de Weeab, car il rencontre une fille d'un fan club, quelqu'un qu'il aime depuis un moment. Il se dirige vers l'extérieur, où Hiromi attend près d'une statue. En attendant, Takuya réfléchit à la romance moderne et admet qu'il n'est pas le genre d'homme qui peut facilement se marier, compte tenu de son faible salaire et de son apparence peu avantageuse, ce qui le place dans le même bateau que Hiromi. Soudain, la fille, Kaori, arrive, surprenant Hiromi. Ils exécutent ensemble leur chant Weeab et Kaori révèle son visage qui est bien au-dessus du niveau de Hiromi. Elle dit à Hiromi que les applications de rencontre peuvent être risquées si elles partagent trop, mais maintenant qu'ils se sont rencontrés, elle veut parler de leur club. Kaori insiste pour qu'ils parlent comme ils le font en ligne, puisqu'ils connaissent déjà leur vrai moi. En voyant Hiromi progresser, Takuya les laisse faire. Hiromi et Kaori vont voir les tenues des idoles, puis continuent leur rendez-vous avec du karaoké, un déjeuner et du tourisme. Ils sont surpris de réaliser qu'il est déjà tard, et Kaori dit qu'elle doit être ailleurs, mais veut qu'Hiromi l'appelle à minuit. Elle lui donne son numéro, ce qui le fait sourire en voyant à quel point l'application fonctionne bien pour lui. Quand Hiromi rentre chez lui, Kaori appelle et ils passent des heures à parler de leur groupe d'idoles préférés. Le lendemain, Takuya remarque que Rika a un jour de congé. Tout en passant la serpillière, Hiromi ne cesse de se vanter de Kaori. Et il déclare soudain qu'il a décidé de l'épouser parce qu'il ressent une connexion puissante. Ce soir-là, Takuya traîne avec Hiromi, qui s'entraîne à avouer ses sentiments à Kaori.
Takuya demande s'il ne précipite pas les choses et Hiromi admet que ses parents étaient distants quand il était jeune et qu'il n'est proche que de son frère. Hiromi partage son rêve d'épouser Kaori et d'élever plein de jolis enfants parce qu'il sent qu'elle est la bonne. Touché, Takuya lui apporte tout son soutien. Après le dîner, Hiromi appelle Kaori pour se rencontrer. Il lui dit qu'ils devraient sortir ensemble et éventuellement se marier. Elle ne répond pas, mais lui demande de la suivre. Ils prennent un bus et Hiromi sent que quelque chose ne va pas. Elle le conduit à une garderie et révèle qu'elle est une mère célibataire qui travaille. Elle lui demande de décider ce qu'il ressent, mais précise qu'elle ne le met pas sous pression. Quand il reste silencieux, elle part. Hiromi va au Deep Sea Bar et raconte à Takuya ce qui s'est passé. Il dit que cela ne le dérange pas que Kaori soit une mère célibataire, mais admet que la révélation l'a secoué. Quelques jours plus tard, Hiromi ne peut toujours pas arrêter de penser à elle, mais à la banque, il réalise qu'il pourrait se permettre de payer une pension alimentaire. Excité, il demande à Kaori de le rencontrer dans un restaurant. En attendant, il devient anxieux à l'idée qu'elle ne vienne pas. Au lieu de cela, l'ami de la garderie de Kaori, Ichika, arrive avec un message disant que Kaori lui est reconnaissante pour tout, mais qu'elle est désolée. Hiromi demande si Kaori l'aime toujours. Ichika dit qu'elle ne peut pas répondre. Elle explique qu'elle a utilisé ses propres enfants pour faire fuir les hommes, mais insiste sur le fait que Kaori n'est pas comme ça. Hiromi accepte le rejet avec grâce et rencontre Takuya à minuit. Il admet qu'il n'est pas prêt pour le mariage et se blâme d'avoir blessé les sentiments de Kaori. Pendant qu'il pleure, Takuya se demande s'il pourrait jamais aller aussi loin pour Rika. Pendant ce temps, Kaori borde son fils et regarde ses photos avec Hiromi. Au début, elle veut les supprimer, mais change d'avis et s'arrête. Après avoir vu Hiromi pleurer à propos de Kaori, Takuya se dit qu'il parlera à nouveau à Rika. Quelques jours plus tard, Rika envisage d'appeler Takuya pour lui donner une réponse à sa confession. Elle a du mal à trouver la bonne façon d'exprimer ses sentiments. Puis soudainement, Nao apparaît. Nao s'excuse auprès de Rika pour le désordre qu'elle a causé chez elle, admettant que la dernière chose dont elle se souvient de cette nuit-là est d'avoir bu 3 verres, puis plus rien. Alors que Rika écoute les excuses de Nao, elle se souvient que sa mère lui disait de vivre une vie de liberté. Elle avoue à Nao qu'elle a passé sa vie à éviter les bonnes décisions, ce qui émeut Nao de manière inattendue. Voulant apaiser la tension de Rika et aussi faire de meilleures excuses, Nao propose un atelier de fabrication de verre, espérant donner à Rika un sentiment de liberté. Quelques jours plus tard, Rika visite l'atelier de fabrication de verre de Nao. Nao l'accueille chaleureusement et lui dit qu'elle va apprendre le processus. Elle présente Rika au maître verrier qui fait un signe de gang de manière décontractée, laissant Rika à la fois surprise et amusée. En regardant le maître travailler aux côtés de Nao, elle est captivée par la beauté du verre. Quand le maître part, Nao commence à lui enseigner l'artisanat. Elle lui dit de souffler le verre en fusion comme elle soufflerait Takuya. Et alors que Rika essaie, elle ressent la chaleur intense du verre en fusion. Ensuite, elle fabrique la base à l'aide d'une palette. Et pendant cela, Rika se concentre plus que jamais pour s'assurer de ne pas faire d'erreur. Une fois qu'elle a terminé, Nao prend le relais et fait la partie la plus difficile. Quand le maître revient, elle tend un verre à Rika et après avoir terminé sa première pièce en verre, Rika s'émerveille de l'habileté de Nao et réalise qu'elle était épuisée tout ce temps, convaincue que les choses tourneraient toujours mal. Pour la première fois, elle se sent à la fois nerveuse et rafraîchie, curieuse de savoir quelles autres expériences pourraient susciter le même sentiment. Elle admet qu'elle coupe souvent les gens parce qu'elle ne veut pas que sa mère s'inquiète, mais cette habitude l'a transformée en quelqu'un qui ne peut rien décider seul. Les conseils de sa mère résonnent dans sa tête et le souvenir la submerge presque. Nao présente son verre fini, en soulignant qu'il est légèrement incliné, mais qu'il est tout de même assez bon pour obtenir l'approbation du maître verrier. Rika le ramène chez elle, se demandant à quoi servira le verre, puis elle reçoit soudainement un message de quelqu'un appelé Ritsu, lui demandant de la rencontrer. Quelques jours plus tard, Rika se prépare pour la réunion du dimanche soir. Elle se lave les cheveux et met même des talons, bien qu'elle puisse à peine tenir debout avec. Dans un café, elle commande un café en attendant que la personne arrive, et quand Ritsu arrive, Rika l'appelle maman. Elle remarque les nombreux sacs de courses que sa mère porte, tous pour son travail de consultation, et sa mère explique qu'en tant que consultante en décoration intérieure, faire une forte impression après avoir obtenu un emploi est important. C'est pourquoi elle achète souvent des choses à l'étranger. Elle offre à Rika une chemise de Belgique, admettant qu'elle ne connaît pas sa taille et veut qu'elle l'essaie. Rika admire l'énergie de sa mère et hésite à lui demander conseil, mais décide de le faire une autre fois. Quand Rika mentionne qu'elle travaille toujours à l'agence de voyage, sa mère exprime son inquiétude concernant le faible salaire et propose de l'aider à entrer dans le travail de voyage en freelance. Rika refuse, disant qu'elle est heureuse avec sa vie actuelle. Sa mère est contente, voyant que sa fille prend enfin ses propres décisions et elle lui donne un conseil maternel. Fixer des objectifs pour réaliser ses désirs. Rika est frappée par la détermination de sa mère,
surtout qu'elle l'a élevé seule. Tandis que sa mère prend des photos autour du café, Rika réfléchit qu'elle ne pourrait jamais être comme elle, car elle est quelqu'un qui manque de grands rêves et d'amis proches. Se sentant découragée par cette pensée, elle est prise au dépourvu lorsque sa mère lui demande si elle a pensé au mariage. Sa mère admet qu'elle a échoué dans son propre mariage, ce qui a apporté des difficultés à Rika, et dit qu'elle veut qu'elle choisisse quelqu'un qui sera vraiment bon pour elle. Pendant que sa mère parle de mariage, Takuya continue d'essayer d'appeler Rika, mais elle ne le remarque pas, ce qui lui fait penser qu'il a gâché les choses en l'invitant à sortir. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne et il répond, s'attendant pleinement à ce que ce soit Rika, mais il est déçu de découvrir que c'est le vétérinaire de Kama. Plus tard, après être parti, sa mère appelle quelqu'un au sujet du mariage de Rika et dit à la personne qu'elle n'a rien partagé, malgré les rumeurs qu'elle a entendues. Sur le chemin du retour, Rika voit les appels manqués de Takuya. Elle se demande pourquoi il la contacte et soupçonne que c'est à propos de sa confession. Ne sachant pas quoi dire, elle décide de ne pas le rappeler. Dans le train, elle se rappelle d'une tragédie scolaire. Un garçon qu'il aimait lui avait envoyé un message pour lui demander de se rencontrer après l'école et promettait d'attendre sa réponse. Gênée, elle a séché l'école pendant 3 jours, s'enfermant dans sa chambre et vérifiant constamment son téléphone pour une réponse. Après le week-end, elle a appris que le garçon était tombé malade en l'attendant et le souvenir l'a traumatisée. En repensant au conseil de sa mère de choisir un mari avec soin, Rika se rend à l'appartement de Takuya. Takuya essaie de l'appeler à nouveau, mais elle ne répond pas. Il sent qu'elle l'évite à cause de ce qui s'est passé dans sa chambre. Soudain, sa sonnette retentit. Il ouvre la porte et trouve Rika qui se tient là, lui ordonnant audacieusement de sortir avec elle. Après avoir fait la demande, elle lui dit qu'elle l'informera du lieu plus tard et s'excuse de ne pas avoir répondu à ses appels. Quand Rika part, Takuya reste complètement déconcerté par ce qui vient de se passer. Le lendemain, il prend le train pour Amurine pour le rendez-vous suivant l'ordre de Rika. Elle se rend à l'endroit exact où elle lui a demandé d'aller, le barrage. Et en l'attendant au barrage, il se demande comment ces appels manqués peuvent se transformer en rendez-vous. À ce moment-là, Rika arrive et le réprimande pour avoir porté des chaussures en cuir, l'avertissant de la quantité de marches qu'ils vont faire. Elle l'informe qu'elle veut faire une visite de l'aqueduc et ajoute que s'il s'ennuie, elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'ils partent. En marchant vers le site de la visite, elle se dit qu'elle refuse de faire semblant et veut lui montrer son vrai visage, celui qui ne tolère aucune bêtise, juste pour que Takuya puisse voir et détester la vraie elle. Pendant ce temps, Takuya remarque son changement de caractère, ce qui n'est pas du tout comme son moi habituellement réservé, et sent qu'elle est dans une humeur étrange ces derniers temps, d'abord en l'invitant à un rendez-vous, maintenant rayonnante d'anticipation. Il demande pourquoi ils font soudainement une visite de l'aqueduc, et Rika explique franchement qu'elle l'a vu dans l'émission Bochai Komuro, où les deux animateurs d'apparence fatigués visitent les sites magnifiques et historiques le long de la rivière Tamagawa. Rika essaie alors délibérément de l'ennuyer en partageant des histoires d'enfance et des faits sur Tamagawa. Mais à sa surprise, Takuya reste intéressé. Takuya lui dit qu'il est fan de l'émission Bochai Komuro, mais malgré le fait d'avoir regardé chaque épisode, il n'a jamais visité l'endroit, contrairement à elle. Alors qu'ils admirent le paysage le long de l'aqueduc, il remarque un côté plus détendu, naturel et authentique de Rika, ce qui le fait rougir et lentement tomber amoureux d'elle. Pourtant, il remarque qu'elle garde ses distances, ce qui le déroute. Rika pense qu'elle réussit à l'ennuyer, ce qu'elle souhaite, sans savoir qu'il apprécie la visite. Au fond de la forêt, il essaie de montrer le mont Fuji depuis son emplacement, mais elle le laisse derrière. Avant de partir, il sonne une cloche, gagnant un coup de chance. En marchant vers l'arrêt suivant, Takuya a faim, réalise que c'est l'heure du déjeuner et lui dit qu'il devrait s'arrêter dans un magasin de proximité. Elle l'ignore d'abord, mais quand son estomac grogne, elle lui donne une barre de céréales pour paraître encore plus distante. Mais ils mangent ensemble et ils la terminent immédiatement, appréciant le geste. Rika continue de bouger, savourant chaque seconde de la visite, absorbant le paysage et les sensations. Elle s'arrête sur un pont au-dessus d'une rivière et réalise que l'eau qu'elle tient est la même que celle utilisée autrefois par les habitants d'Edo. En fermant les yeux, elle rêve d'eux et s'émerveille de la beauté du Japon ancien. Takuya est d'accord avec elle, ce qui surprend son rêve éveillé. Il s'excuse de l'avoir surprise, expliquant qu'il a répondu à ses mots en pilote automatique tout en lisant des informations sur l'endroit. Rika est embarrassée d'apprendre qu'il l'a vu rêvasser et est énervée d'avoir montré son côté rêveur. Elle lui dit qu'il ne devrait pas se forcer à suivre. Mais à sa surprise, Takuya avoue qu'il apprécie chaque seconde de la visite parce qu'il la passe avec elle, qui semble beaucoup l'apprécier. Rika réalise que son plan pour l'ennuyer s'est retourné contre elle et elle commence à penser qu'il n'est pas humain, croyant qu'aucune personne réelle ne pourrait apprécier les mêmes choses ennuyeuses et banales qu'elle. Elle le traite de bizarre.
disant qu'elle ne devrait pas apprécier quelque chose comme ça, mais il accepte tout ce qu'elle dit. Puis elle admet que la vraie raison pour laquelle elle l'a invité à ce rendez-vous est qu'elle veut mettre fin à leur faux mariage. Elle lui dit que ce sera la dernière fois qu'ils se verront, expliquant qu'elle prendra la responsabilité de la succursale en Alaska et qu'elle a peur de la personne qu'elle devient avec lui. Takuya reste sans voix mais comprend progressivement ses sentiments. Rika réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle, car elle est quelqu'un qui coupe toujours les ponts pour éviter la déception. Mais au fond d'elle, elle a envie de pleurer et se rend compte qu'en secret, elle le veut. Pendant ce temps, Takuya, incapable de partir, ne sait pas quoi faire. Il se blâme d'accepter toujours tout et envisage de prendre un chemin différent, craignant de perdre quelqu'un d'aussi important qu'elle. Il attrape ses mains pour l'empêcher de partir et, à sa surprise, elle tient les siennes en retour. En se penchant l'un vers l'autre, le chapeau de Rika tombe et ils s'embrassent pour la première fois. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils crient tous les deux intérieurement, le cœur battant et non préparés à ce qui vient de se passer. Quand Takuya recule, il est surpris de voir Rika choquée et figée par son charme. Elle lui dit qu'elle a besoin d'un moment et qu'ils doivent réévaluer car sa tête résonne comme des volcans en éruption. Elle admet que beaucoup de choses se sont passées entre eux dernièrement, mais qu'ils n'ont jamais été amis et seulement collègues, feignant un mariage pour le bureau. Elle explique qu'ils se sont introduits dans les maisons de l'autre et ont fait des promenades nocturnes à 8 heures, demandant comment ils pouvaient continuer à faire semblant. Takuya ne sait pas quoi dire et tous deux étant incertains de leurs sentiments, cela la pousse à planifier tout ce voyage pour simplifier les choses et rompre. Mais maintenant, elle ne comprend pas comment cela s'est terminé avec eux en train de s'embrasser passionnément. Gêné, il reçoit son livre de cartes préféré d'elle et elle dit qu'elle doit rentrer chez elle pour réfléchir, le laissant continuer le voyage seul. Avant de partir, elle lui assure qu'elle n'est pas en colère. Takuya admire son calme, étonné qu'elle puisse rester posée après leur baiser passionné. Rika rentre chez elle et, une fois dans son appartement, crie à plein poumon pour laisser les volcans se déchaîner. Elle essaie de se calmer en empilant des pierres, mais l'excitation la submerge et elle pense encore au fait qu'ils se sont embrassés. Le lendemain, Asako reçoit un appel à propos de Takuya et Rika, ce qui éveille sa curiosité. Au travail, Takuya et Rika se croisent le matin, incertains de ce qu'ils doivent dire. Ils essaient de rester polis, encore gênés par le baiser. Autour d'eux, les collègues continuent, comme d'habitude, tandis qu'ils naviguent dans leurs interactions maladroites. Pendant qu'elle travaille, Rika consulte ses notes pour lui, mais quand ils se regardent, ils se rappellent instantanément du baiser. Ils essaient tous les deux de travailler normalement, mais l'image de leur baiser passionné refuse de quitter leurs esprits, rendant difficile d'être productifs. Il se dit de rester calme, inquiet que quelqu'un puisse remarquer un changement dans leur comportement, et elle se dit la même chose. Juste à ce moment-là, Asako les appelle dans son bureau, disant qu'elle doit discuter de quelque chose de sérieux. Asako dit à Rika et Takuya qu'elle a un programme de recrutement qui nécessite leur aide. Elle explique qu'elle veut qu'ils documentent leur vie quotidienne de couple marié, de la maison au travail, afin que les nouvelles recrues de l'agence de voyage puissent faire confiance à l'entreprise en tant qu'entreprise qui soutient les couples mariés. Asako insiste pour que ce soit un rapport en ligne, ce qui déroute Rika et Takuya. Plus tard, ils s'assoient dans un café pour discuter du problème. Takuya suggère qu'Asako pourrait soupçonner que leur mariage est faux, ce qui pourrait être la véritable raison de cette mission, d'autant plus que quelqu'un les surveille effectivement, comme le montrent les appels menaçants qu'ils continuent de recevoir. Rika s'inquiète que l'appelant crée encore plus de problèmes, puisque des situations inattendues continuent de se produire autour d'eux. Takuya admet que la meilleure option pourrait être d'abandonner, mais il ne veut pas la perdre au profit de l'Alaska, ce qui la fait rougir. Après avoir entendu ces mots, Rika lui dit qu'elle veut aussi essayer le projet, mais qu'ils doivent rester calmes et réfléchir attentivement avant d'avancer. Elle souligne qu'Asako croit qu'ils sont un couple marié, ce qui signifie qu'ils devront vivre ensemble dans l'appartement de Takuya pour le projet. Rika l'avertit que s'ils acceptent, ils pourraient finir inséparables, et elle s'inquiète pour Kama puisqu'ils devront maintenir ses attentes et son mode de vie. Avant de quitter le café, Rika dit qu'elle a besoin de temps pour décider. Quelques jours plus tard, Rika se promène dans les montagnes et se sent attirée par une pierre qui, depuis 100 ans, semble pouvoir tomber à tout moment mais ne le fait jamais. Elle aime cette pierre et ne s'en lasse jamais. Pour elle, elle ressemble à Takuya, qui ne renonce jamais à elle. Ce souvenir de leur baiser et de la façon dont ils résolvent les problèmes, ensemble, la touche profondément et elle réalise qu'elle a de vrais sentiments pour lui. Elle pense que vivre avec quelqu'un sera une montagne de honte, pourtant elle insiste toujours pour essayer. Elle décide de dire à Takuya d'être prêt parce qu'elle est enfin prête pour ses sentiments. Dans son appartement, Takuya se sent déprimé. Des jours se sont écoulés depuis qu'il a avoué par ce baiser et il ne peut pas arrêter de penser à Rika.
Soudain, la sonnette retentit et quand il ouvre, Rika est là, déterminée. Elle lui dit qu'elle a pris sa décision et qu'elle est prête pour le programme d'Asako. Sans hésitation, Rika entre et présente ses plans. Tout en les expliquant, elle établit des règles sur la façon dont ils vivront puisqu'ils sont tous deux socialement maladroits. Une règle est qu'ils doivent lever la main quand ils veulent parler pour éviter de s'interrompre. Ils essaient, mais trouvent rapidement cela épuisant. D'accord avec Takuya que la règle est impraticable, Rika souligne alors le vrai problème, Kama. Pour que le projet fonctionne, ils ont besoin de la permission de Kama puisqu'ils n'acceptent jamais d'étrangers dans l'espace de Takuya. Rika installe sa tente dans la grande chambre de Takuya, voulant contribuer au loyer et aux factures, mais il insiste pour tout couvrir. Quand Takuya mentionne le dîner, Rika se fige, réalisant qu'elle n'y a pas pensé. Voyant son hésitation, Takuya la rassure en lui disant qu'il s'occupera du dîner puisqu'il prévoyait de faire des courses de toute façon. Une fois dehors, il se sent soulagé car la tension de vivre soudainement avec Rika est écrasante. Pendant ce temps, Rika reste dans l'appartement où elle remarque Kama debout derrière elle. Elle reste immobile, effrayée car Kama n'a jamais approuvé qu'elle reste là. Soudain, elle sent quelque chose de doux contre ses jambes et voit que Kama se frotte contre elle comme pour la réconforter. Elle est choquée, incertaine de savoir si cela signifie qu'il l'accepte. Quand Takuya revient, il ne sait pas comment aborder Rika qui est dans sa tente. Elle le salue et pense à sa préoccupation que s'il ne reste pas attentif, il pourrait accidentellement s'embrasser à nouveau. En la regardant, Takuya s'inquiète qu'elle puisse avoir des besoins alimentaires spécifiques qu'il ne peut pas satisfaire. Alors il propose de cuisiner pour eux deux et l'invite à aider. À la surprise de Rika, Takuya cuisine rapidement et prépare un repas délicieux qu'il considère ordinaire. Mais pour Rika, c'est comme si elle voyait Gordon Ramsay en action. Gênée par la chaleur et sa sueur, Rika ouvre la fenêtre, inquiète qu'il le remarque. En même temps, Takuya devient conscient de l'odeur de son appartement, craignant qu'elle ne la trouve répugnante. Puis, lorsqu'elle goûte la nourriture, elle est émerveillée par sa saveur. Elle demande ce qu'il en fait, et Takuya révèle qu'il utilise des condiments et épices ethniques de différentes ethnies. Takuya lui montre sa collection d'épices, allant de l'Inde à l'Indonésie, et elle est étonnée de savoir que Takuya a ce genre de passe-temps. Ils se rapprochent, partageant leur excitation, mais Rika recule rapidement et se rappelle de garder une certaine distance. Ensuite, elle prend les plats pour les nettoyer, mais réalise qu'elle doit se brosser les dents et utiliser la salle de bain. Trop gênée pour utiliser ses toilettes, elle décide d'utiliser les siennes et retourne en courant chez elle, laissant Takuya perplexe. Mais après son départ, Takuya utilise immédiatement sa salle de bain, également embarrassée à l'idée qu'elle le voit faire un gros caca malodorant. Plus tard, il s'assoit près de sa tante, se sentant reconnaissant pour la solitude qu'il avait autrefois, réalisant maintenant à quel point il est difficile de partager un espace avec quelqu'un. Quand Rika revient, elle reconnaît qu'elle ne peut pas rentrer chez elle à chaque fois qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Mais ensuite, Takuya demande hésitamment comment elle prévoit de se laver, ce qui la fiche sur place alors qu'elle réalise qu'elle a besoin de se laver, ce qu'elle ne veut pas faire en sa présence. Il se fige aussi, réalisant à quel point sa question semble étrange, et son imagination commence à vagabonder vers un endroit plus scénaristique. Il propose rapidement une solution pour elle, d'aller à un bain public à proximité. Rika est d'accord, et en chemin, Takuya la suit, disant qu'il veut y aller aussi. Ils achètent ensuite des articles de toilette et se séparent, pour prendre un bain dans des bains publics différents. Après s'être baignée, elle sort du bain en pensant qu'il est déjà rentré chez lui, mais est surprise de le voir l'attendre. Ils rentrent ensemble et Takuya est frappé par sa beauté tandis que Rika est secrètement heureuse qu'il soit resté. Leurs mains se frôlent alors, les faisant rougir. De retour à l'appartement, ils sentent tous les deux que quelque chose de plus devrait se passer après une journée comme celle-ci, quelque chose impliquant Takuya pompant et elle criant. Mais au lieu de cela, embarrassés, ils vont se coucher. Aucun d'eux ne peut dormir, gêné par le même sentiment. Rika devient frustrée, incapable de gérer son excitation et la chaleur à l'intérieur de sa tente. Soudain, Takuya reçoit un message d'elle demandant s'il est réveillé. Il panique, pensant qu'elle est contrariée par le bruit qu'il fait. En même temps, Rika a du mal à trouver quoi écrire ensuite, convaincu que c'est lui qui a du mal à dormir. Tous deux veulent demander s'ils devraient se tenir compagnie, pensant même à se soulager mutuellement du stress, mais aucun n'envoie le message. Cependant, Rika sort de sa tente, incapable de supporter la chaleur à l'intérieur. Takuya ouvre la fenêtre pour rafraîchir la pièce, la réconfortant. Alors qu'elle se détend, Takuya réalise à quel point il est difficile de vivre avec elle, avec toutes les petites choses qu'ils doivent gérer. Puis, il se demande ce qui se passerait s'ils se mariaient pour de vrai. Le lendemain, Takuya et Rika soumettent leur programme Married Web Life à Asako, la surprenant par leur apparence mignonne sur les photos. Ensuite, Asako va donner à un supérieur, Mamoru, la preuve que Takuya et Rika sont déjà mariés.
Mamoru ne sait rien parce que le siège l'envoie pour s'assurer, et que si Takuya et Rika sont mariés, alors une seule personne reste disponible pour être envoyée à la succursale d'Alaska. Asako n'est pas d'accord avec le choix de Mamoru pour l'envoi en Alaska, mais Mamoru explique que la succursale d'Alaska a besoin d'un jeune travailleur car il est impossible de l'ouvrir sans personnel. En entendant l'explication de Mamoru, Asako accepte à contre-cœur d'envoyer Hiromi à la succursale d'Alaska. Hiromi panique en entendant des rumeurs sur son envoi en Alaska, et ses collègues essaient de le calmer en insistant sur le fait que ce n'est qu'une rumeur. Mais Itsuki le rend encore plus anxieux en s'inquiétant à voix haute de ce qu'il pourrait lui offrir comme cadeau d'adieu. Takuya et Rika entendent parler de la panique de Hiromi, et après le travail, Takuya n'arrive pas à croire que Hiromi va en Alaska à cause de son plan avec Rika. Il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de provoquer et regrette sa décision, sachant tout ce que Hiromi a traversé. Puis, lorsque Rika interviewe Takuya pour leur programme de mariage, elle demande si la rumeur concernant Hiromi est vraie, mais Takuya ne répond pas car il est sans voix. Cette nuit-là, ils vont se coucher, mais Takuya ne pense qu'à Hiromi envoyé en Alaska. Il sait que c'est de sa faute et celle de Rika, mais il ne s'attendait jamais à un tel résultat. Il sait que n'importe qui au bureau pourrait être choisi pour l'Alaska, mais grâce au faux plan de mariage de Rika, lui et Rika sont en sécurité, alors il essaie d'être reconnaissant pour ce résultat. Le lendemain, Takuya confronte Asako avant qu'elle n'entre dans le bureau. Il veut lui dire que son mariage avec Rika est un mensonge, espérant mettre fin au problème, mais quand il s'incline, il se souvient d'un moment similaire de son enfance. Quand il était petit, il est allé à une piscine avec des amis gratuitement le jour de l'ouverture. Sur le chemin du retour, il a vu un camion de nourriture et a acheté des calamars grillés, même si sa mère lui avait dit de ne pas dépenser d'argent pour autre chose que la piscine. À la maison, il lui a dit qu'il avait utilisé l'argent pour payer la piscine, mais elle a remarqué la sauce sur sa bouche et a réalisé qu'il lui avait menti. Ce soir-là, son père lui a dit de confesser son péché. Takuya a alors pleuré, non pas parce qu'il se faisait gronder, mais parce qu'il avait honte d'avoir menti. De retour dans le présent, Takuya laisse échapper une larme. Il réalise qu'il n'a jamais vraiment grandi, mais maintenant il peut choisir différemment. Il raconte à Asako le faux mariage, comment il a déçu tout le monde en leur mentant, et se porte volontaire pour prendre la responsabilité en allant en Alaska. À sa surprise, Asako ne se met pas en colère. Elle l'emmène à son bureau, où il est surpris de voir Rika déjà en train d'attendre à l'intérieur. Asako explique que Rika a confessé avant lui et est prête à aller en Alaska, prenant la place de Hiromi. Mais en réalisant qu'aucun des deux ne voulait que l'autre soit puni, Asako se sent soulagée. Elle les qualifie de bons couples, admettant qu'elle ne s'en était jamais doutée. Puis, elle leur dit de ne pas s'inquiéter, car elle ira elle-même en Alaska, choquant à la fois Takuya et Rika. Elle leur dit que le siège a accepté, et elle leur demande de ne le dire à personne. Au travail, Takuya s'inquiète d'être en partie responsable du départ d'Asako. Mais Asako sait que le bureau ira bien sans elle parce que tout le monde est proche maintenant. Après le travail, elle les emmène l'accompagner à l'aéroport et explique sa décision. Avant le mariage, elle voyageait à travers le pays, ce qu'elle adorait. Mais après le mariage, elle est devenue agent de voyage et ne pouvait pas beaucoup voyager. Mais elle aimait toujours son travail parce que son mari était aussi agent de voyage. Maintenant, elle veut une vie pleine de voyages et de défis, car elle croit que c'est le sens de sa vie. Elle se souvient du moment où elle a parlé à son mari de son désir de voyager en Alaska, mais à sa grande surprise, son mari l'a pleinement soutenue et voulait même l'accompagner pour pouvoir applaudir certaines de ses fesses en Alaska. Ouais mec, plus tard, Takuya et Rika retournent à l'appartement et comme ils n'ont plus besoin de mentir, ils conviennent de mettre fin à leur faux mariage. Ils posent leurs bagues sur la table, rangent les objets de 2 mois de faux mariage et décident de dire la vérité au bureau. Dehors, ils jettent les ordures, convenant que le mariage est plein de choses fatigantes comme planifier le temps pour pouvoir se frotter le ventre et voir à qui revient le tour de changer la couche sale de leur bébé. Et ils concluent qu'ils préfèrent vivre seuls. Ils se séparent pour de bon, mais en rentrant chez elle, Rika commence à pleurer, réalisant qu'elle ne sera plus proche de Takuya. Cependant, Takuya réalise que sa vie est pleine de possibilités et sera ennuyeuse s'il n'agit pas maintenant, alors il court après elle. À un passage piéton, il crie son nom. Elle se tourne vers lui et il lui demande si elle veut l'épouser pour de vrai. Ils crient l'un à l'autre, avouant tous deux leurs sentiments et leur désir de se marier. Soudain, elle demande si Takuya aime une femme peu sûre d'elle et socialement maladroite, ce qui est son cas, et Takuya déclare qu'il l'aime, ce qui pousse Rika à lui dire qu'elle l'aime aussi. Des heures plus tard, ils se tiennent dans le parc où leur faux mariage a commencé avec les bagues en main. Rika lui dit qu'il peut l'appeler par son prénom, ce qui le rend nerveux. Il la demande alors en mariage, pour de vrai cette fois, et elle accepte.
Mais avant de célébrer, elle lui rappelle qu'ils doivent des excuses au bureau. Ils vont au bureau, choquant tout le monde avec la nouvelle de leur faux mariage et de leur nouveau vrai mariage. Et ils ne savent pas s'ils doivent les féliciter ou les gronder. Hiromi le félicite encore une fois pour le mariage, tandis que Shu, désormais blond, l'avertit déprimé que l'un d'eux pourrait tromper et prendre la moitié. Mais Asako surgit pour leur ordonner de retourner au travail. Quelques jours plus tard, Takuya a un jour de congé. Pendant qu'il nettoie, il reçoit un appel de l'homme mystérieux qui les avait autrefois rendus anxieux avec ses menaces. Mais l'homme mystérieux le félicite pour le mariage et s'excuse de les avoir terrorisés. Juste au moment où Takuya raccroche, il voit un message de Rika demandant de l'aide pour porter des légumes à la gare. Il s'y précipite et la voit rayonnante, sachant qu'elle sera sa femme, qui lui donnera le gok-gok. D'un autre côté, elle le voit rayonnant, sachant qu'il sera son mari, qui la labourera chaque nuit. Ils ressentent un bonheur soudain avant de se saluer. Takuya prend ses sacs, la surprenant, et ils vont dans un salon de thé où Rika commence son numéro de 5 minutes où elle parle des montagnes, mais cela s'étire en heures. Elle est soulagée qu'il l'écoute car elle a toujours voulu quelqu'un avec qui partager ses passions et il ressent la même chose. Sur le chemin du retour, il compare ce qu'il aime chez l'autre, de leur joli nez à son énorme saucisse. En traversant le parc, Rika tend la main et il la prend, alors ils rentrent ensemble, se sentant heureux. Des mois plus tard, ils annoncent à leur famille, amis et collègues qu'ils vont se marier, ce qui réjouit tout le monde. Puis, un matin, après tout le chaos, Rika prend son petit déjeuner et se rend au travail. En chemin, elle s'arrête à l'appartement de Takuya et avant même qu'elle ne frappe, Takuya ouvre la porte. Ils se saluent, puis se penchent, ferment les yeux et s'embrassent, non seulement en tant que couple, mais en tant que couple marié. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez « mariage fictif ». Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.